Bonjour à toutes et à tous, merci d'être encore avec nous pour cette troisième rencontre autour du travail de Fabrice No et plus précisément de l'œuvre référentielle, un bien Mm. grand mot. Ouais, ou des références dans l'œuvre. Je te redis bonjour Fabrice pour la troisième fois et la Bonjour dernière. Frédéric. Bonjour Denis. Bonjour Frédéric. Alors moi je vais Vous êtes commencer. rayonnant aujourd'hui. Ah merci, c'est gentil. Qu'aujourd'hui ou tout le temps? On se voit pas si Non, souvent. exactement. Je vais commencer par la fin parce que tu as fait une postface dans un de tes livres. Ah oui. Voilà, Enfin, qui est complètement méta. Et je Mm. trouve qu'on n'en a pas assez parlé de cette postface. Ouais, elle est méta et hurlante d'ailleurs. Mais... ben, vas-y, parle-en. Ah non, parce que pour moi, ça fait partie de cette œuvre Oui, référentielle. oui, Voilà. Non mais là, il faut me lancer un peu parce que j'ai fait une postface, ok, Tu très parles bien. de toi. Un petit peu comme dans l'ensemble de Non, mon non, travail. non, mais tu parles de. Ça m'arrive. Là, tu parles vraiment de. Tu te mets en scène Bah ouais. et Un peu comme l'ensemble du bouquin. Non, mais tu questionnes le lecteur et c'est complètement Oui, méta. pardon. Voilà. Oui. Bah, Et moi, je vais en parler c'est- parce qu'on en a très peu parlé de ce passage, je trouve. alors disons que, en fait, on en a parlé de manière méta, d'ailleurs, dans les différentes rencontres. C'est au moment de la republication de Journal par Delcourt en 2021, je ne sais plus quand est-ce que ça a été republié d'ailleurs. 2021. 2021, ouf. En 2021, eh bien voilà, il y avait cette republication avec merci, l'idée de lancer la locomotive suivante qui Proust. était le... La référence Proust. Oh ouais, mais bon, et puis le petit pan-de-mur jaune aussi pendant qu'on y est, et puis les souliers rouges, non mais ça va, ça suffit. Et donc... Moi, ça m'arrangerait en plus. Comment? Des chips, moi, ça m'arrangerait du plus. Ouais. Est-ce que le monsieur de la technique, un peu présent là-bas, hein, est-ce que si on agite tous ça, en même temps. c'est dégueulasse, hein, c'est de la SMR, ça marche pas, hein. Ça marche pas. Hein. Comment ça peut calmer d'entendre ça? Je sais pas. Bon, Tout la SMR de là. la SMR, exactement. Donc, je disais, au moment de la republication, et on arrêtera le bruit avec ces trucs-là, vite fait. Voilà, on pose ici, voilà. En plus, eh bien, de fait, on relançait la franchise autobiographique après 20 ans d'absence du bonhomme qui en faisait. Le dernier tome de journal, le journal 4, c'était en 2002, et la republication du journal se fait en 2021, donc on est 19 ans, 20 ans après le truc là. Donc il m'a paru un peu indispensable de dire quelque part, dans le livre même, pour même des gens qui ne m'auraient jamais lu, au demeurant, de leur dire pourquoi 20 ans d'absence, pourquoi quoi. Et donc voilà, cette postface, c'est ça, c'est pourquoi 20 ans d'absence, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, non, je n'avais pas arrêté la bande dessinée, oh et les gars, j'ai fait de la science-fiction entre-temps, vous l'avez pas lu, vous êtes des nazes. Et puis, j'ai toujours continué à faire des pages diverses et variées et autobiographiques pendant ce temps-là, même si elles n'étaient pas publiées. Lecteurs et lectrices, vous ne les avez pas vues, pas lues, mais moi j'ai toujours continué. Il y avait à l'époque, il y avait déjà 800 pages, il y a eu 800 pages qui se baladent chez moi, de trucs pas publiés, dont certaines scènes qui rentreront dans le dernier sergent. Et j'explique, entre autres, au bout de après ces 20 années, alors j'explique, j'ai été très sollicité à partir du tome 4 pour des choses extérieures, donc on en a parlé un peu avec Évariste, ça a été des reportages notamment chez Dozer Magazine ou des choses comme ça, et ce petit récit, Alex et la vie d'après, ça prend pas 20 ans, on est bien d'accord, mais bon, il y a eu quand même, voilà, 2002, jusqu'à 2006, ouais, 2006-2007, j'ai été pas mal sollicité par le journal, mais pour faire d'autres choses, qui m'ont fait retarder les pages, notamment du tome 5 du journal, que le pauvre Loïc Néhou attendait patiemment jusque-là. Et voilà. Donc ça a pris, c'est pas tant que ça, c'est-à-dire pendant 5 ans, j'ai fait autre chose, sollicité sur l'inertie du petit succès d'estime de ce travail-là, qui m'a permis de faire des illustrations, d'autres pages, de travailler un peu dans le théâtre. Et par contre, à partir de 2008, une très très grave dépression jusqu'en 2015, hein, soyons clairs. Donc là, je suis sorti des radars à peu près. Mais de moi-même, autour de 2011-2012, je me suis dit, il faut au moins professionnellement que je fasse quelque chose. Ça va peut-être me permettre aussi de surnager dans cette dépression. Et ça a été le récit Newman, ça a été le récit de SF Newman.
Donc j'ai remis les pieds à l'étrier, au moins professionnellement, mais pendant 5 ans, j'ai pas fait un trait, quoi. J'étais quasiment à la banque alimentaire, puis à pleurer dans mon lit. Et à partir de 2015, j'ai déménagé de la ville qui n'est pas nommée pour aller maintenant en Normandie, où Newman venait de s'achever, et je commençais Labyrinthus avec Christophe Beck. Et pendant cette période, je crois que c'est en 2017, Ego Comics a pas déposé le bilan, mais fait cessation d'activité. Donc voilà, après 20 ans de bons et loyaux services, j'essaie de le faire en très très bref. Hein. Et c'est ce que je mets dans un postface, j'explique tout ça. Et j'apprends ça alors que je suis au milieu du tome 1 de Labyrinthus. Donc j'apprends ça, ça me choque évidemment, énormément. Et puis en même temps, je me dis, bon, ben, heureusement que je suis sur autre chose à ce moment-là, parce que moi j'avais quand même l'idée, on va peut-être aussi se relancer sur le journal d'une manière ou d'une autre, parce que ça commence à bien faire. Et puis le pauvre Loïc, ça faisait maintenant 15 ans qu'il attendait. Donc voilà, il savait que j'étais en dépression, il savait que j'allais pas bien, mais voilà quoi. Et de fait, donc ça je le mets dans la postface, je suis sur Labyrinthus, j'apprends que... Et en fait, j'y pense pas, quoi. Je me dis, bon, on va pas y penser tout de suite, parce que je sors d'une dépression, j'ai quitté la ville en question, la ville toxique, ça va vachement mieux. Comment je vais me démerder, je ne sais pas, mais bon, j'ai encore 3 ans devant moi d'un autre travail, quoi. Et il se trouve que des éditeurs m'ont contacté, les plus gros, pour ne pas les nommer, Casterman et Delcourt. Delcourt par l'entremise de David Chauvel, qui est donc mon éditeur officiel actuellement, et qui est venu me voir en disant, mais au fait, Ego Comics, c'est du journal, ça devient quoi? Je dis, bah, ça part au pilon. C'est comme tout livre d'une maison d'édition qui disparaît, cette bonne blague. Et il fait, nous, on est intéressés quand même pour reprendre. Casterman, de son côté, avec Benoît Mouchard, pareil. Au fait, nous, on est intéressés. Et donc, j'ai fait jouer un peu la concurrence. J'ai eu d'autres éditeurs, plus petits éditeurs, qui m'ont un peu approché aussi par rapport à ça. Ce qui m'a étonné. Déjà, presque, on est à 15 ou 16 ans après le tome 4 du journal. Moi qui ai disparu des radars quasiment pendant 5 ans à ce moment-là, qui suis sur autre chose. Mon éditeur putatif d'origine disparaît, on va dire. Et je me rends compte qu'il y a des gens qui s'intéressent encore à mon boulot. Tu te rends compte qu'il y a une génération que tu as marquée au fer rouge. Ça, c'est... Toi, tu peux le dire, moi je sais pas, mais en tout cas, je me rends compte, je m'aperçois que je ne suis pas complètement aussi nul que ce que j'imaginais dans mon miroir dépressif. Voilà. Donc déjà, ça me rassure un peu sur mon petit ego, qui est surdimensionné par ailleurs, on est bien d'accord. Et en fait, pour faire bref, c'est Delcourt qui remporte la palme. Ça n'a pas été long à se décider, par contre ça a été très long à mettre en place, on va dire, juridiquement. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est très compliqué, parce que moi j'ai senti un peu le truc venir. Et c'est pas fini du reste. J'ai dit à David et aux autres, j'ai dit, écoutez, je sais que Delcourt a toujours souhaité, de toute façon, que j'intègre son écurie avec des récits autobiographiques. Et moi, je lui avais dit à l'époque, vous aurez de la science-fiction, parce que c'est les seules choses que vous méritez. Et de fait, il a quand même gagné, il a récupéré le journal, ce mausolée. Et moi, je me suis dit, voilà, je vois le truc venir. Au moment où on m'a sollicité, donc j'avais 52 ans, un truc comme ça, je me suis dit, ok, je les vois venir, ils veulent récupérer le mausolée. Soyons clairs. Je vais récupérer le beau tombeau, la pharaonique, machin, ça fait une belle chose dans la bibliothèque. Ils ont un auteur intello, là, ou je sais pas quoi, parmi d'autres, mais il n'y aura plus rien derrière, quoi. Donc, on est d'accord que moi, je relance le truc. Hein. Et David, il me dit, écoute, oui, si tu as des trucs sous le sabot, on est preneur. Je dis, mais attention, moi, j'aimerais bien un peu de pérennité dans cette histoire, parce que le marché de la bande dessinée a quand même un peu changé. Je vois bien le truc. Je fais, quel que soit le récit, je vous fais un nouveau tome du journal, ou de ça s'appellera autrement, ça va pas se vendre, d'accord? David, mais non, enfin voyons, on va tout faire pour que... Bon, ta gueule, ça va pas se vendre. Bon, on s'entend super bien avec David, attention, il doit être dans le coin en plus, mais voilà, quoi. Forcément, il a tenté le truc, il a dit non, mais on va tout faire pour... Je dis, non, ça va pas se vendre. Du reste, ça ne se vend pas, hein, soyons clairs. Et donc, vous allez faire le tome 1, vous allez voir que les chiffres de vente sont catastrophiques. Le 2 va se faire sur l'inertie du 1, et puis après, c'est terminé. Donc, en fait, moi, je suis mort à 55 ans maintenant, quoi, en gros. Voilà. Et personne, jamais, reprendra derrière Delcourt un truc pareil. Donc, moi, je voudrais une petite garantie, au moins qu'on prolonge quelques années supplémentaires, au moins jusqu'à la retraite de Macron, quoi, le truc des 62, là, un truc comme ça. Et de fait... Comment ? La retraite avant Macron. Oui, enfin, tu vois, enfin, celle qui l'impose, celle à 62 ans. Et du reste, et après, ça a été, ouais, ok, comment... Donc, juridiquement, ça a été compliqué, parce qu'on peut pas signer un autre ad vitam, déjà,
Et on ne peut pas signer un auteur pour une œuvre qui continue, comme ça, genre, il nous fait son journal, comme ça. L'édition, c'est toujours, on signe un livre par livre. Donc, le truc, ça a été, bon, bah, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? J'ai dit à David, écoute, viens à la maison, parce que je ne vais évidemment pas t'emmener ce que j'ai, hein, on est d'accord, sinon il faut un transpalette, donc viens. Et il est venu, et dans mon petit appartement, bah, j'avais étalé tout ce que j'avais fait depuis, donc tous les carnets, que je représente dans la postface. Je fais une case où je dis, voilà, tout ce que j'ai fait depuis mon absence éditoriale, c'est tout ça. Donc je dessine, je représente des carnets en disant, il y a tant de pages, tant de pages, il y a 10 carnets de 60 pages, format A3, il y en a 2 format A4, mais il y en a 20 format A5 qui font 200 pages. Donc toutes les petites notes à la con, dont il y a une partie du récit du dernier sergent dedans, dont un qui est exposé actuellement en bas. Il y a quelques carnets qui sont exposés, ce sont ceux-là. Avec des carnets qui sont juste des notes, avec des carnets à partir de 2006, où j'essaye de dessiner en direct au format le plus proche possible de la version éditée, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, si je dois redessiner 200 pages de 20 carnets en format... Non, bon, on va essayer de dessiner en direct, et puis on corrigera les trous, on va se démerder. Bon, tout processus de dingo. Et je termine là-dessus, très vite, parce que ce n'est pas intéressant tout ce détail, mais il a fallu juridiquement trouver une solution, en gros, pour avoir la garantie que le dernier sergent verrait le jour jusqu'à son 4e tome. Donc en gros, on a signé 4 livres. Voilà. Alors après, dans leur tête à eux, leurs finances, ils se démerdent comme ils veulent, mais en gros, ils ont géré une énorme enveloppe et ils ont divisé ça en trucs. Et puis maintenant, je suis payé. Et puis j'ai demandé de payer mensualisé. Donc moi, je m'oblige, je m'astreins à avoir un rendu de travail régulier qui est de 2 pages par semaine. Voilà, et voilà. Je termine là-dessus parce que sinon ça pourrait être très très long. Ça fait le cœur de la postface. J'explique tout ça. Et voilà, ça fait 12, 13, 14 pages, je ne sais pas, de Mais pour la moi, postface. c'est important de revenir sur cette référence pour tout résumer. J'y explique dedans ce que j'ai dit aussi tout à l'heure sur mes limites, ma frontière éthique et les éternels problèmes qui me traînent à la gueule, jusqu'encore récemment d'ailleurs, mais de gens qui donnent plus d'informations que le livre n'en donne, en étant convaincus que le reste du monde est déjà au courant. Bon, ça m'énerve énormément, et je le remets dans cette postface en disant... Vous voulez des autorisations, les gars, c'est pas possible à signer. Si vous avez des ennemis avec qui vous voulez faire le rapport du conflit, bah, vous ne pouvez pas avoir l'autorisation de gens que vous détestez. Les gens que vous aimez, bah, d'un seul coup, ça instaure de la méfiance, puisque, comme en physique quantique, l'observateur influe sur l'objet observé. Donc, quand vous êtes ami avec quelqu'un, je ne sais pas, avec Denis, par exemple, je sais qu'avec Denis, ça n'aurait pas posé problème, mais j'ai besoin que tu signes une autorisation juridique en forme pour... il peut très légitimement me dire, bah, attends, on se connaît depuis tellement longtemps, tu n'as pas besoin que je signe un truc. Bah, juridiquement, j'en ai quand même besoin. Bah, ça veut dire que tu ne me fais pas suffisamment confiance. J'ai eu déjà tellement de problèmes que oui, je peux... Donc ça remet en cause l'amitié, vous voyez. Donc on ne peut pas avoir d'autorisation signée, en fait, au bout du compte, pour ce genre de choses. Donc il n'y en a pas. Voilà. Petite précision que je rajoute dans la postface. Je suis très rapide, j'ai un débit de mitraillette, je le sais. Mais on n'a que 3 heures. Ouais, c'est court. Donc les références, elles sont nombreuses dans tous tes livres. La peinture, la littérature, le cinéma, les sciences, la politique, et aussi la musique. Et la musique, c'est quelque chose qui vous relie. Vous êtes 2 passionnés de musique. Ah bah, je crois qu'à Angoulême, on a accroché parce qu'on a parlé comics et musique classique. Ouais. Et qu'on n'était pas nombreux à pouvoir parler de musique classique, soyons honnêtes, là, dans la bande, je crois qu'on était les seuls. Et dans le comics, à aimer le comics de super-héros de base, le vrai. C'est quoi le comique de super-héros de base? Ça se tape sur la gueule et il y a des dieux et tout. C'est en partie ce qui a été adapté depuis. Ouais, ce qui a été adapté par le MCU, en fait. Au cinéma, c'est les histoires de Thanos, avec des géants galactiques qui se battent, qui foutent des baffes, qui En fait, il y a décrochent ça, des il y a eu planètes. ça. Voilà. Il y a eu ça, c'est-à-dire on s'est aussi rencontrés parce qu'à un moment donné, on a très vite parlé du Gant d'éternité qui est devenu le MCU, quoi. Ouais. Et quand on a vu les premiers films, on s'est regardé, on s'est dit, ils vont adapter ça. Comment ils vont se démerder? On s'est aperçu qu'on avait aussi lu de la philo tous les deux, donc Un type, le gap un peu bizarre entre des intérêts considérés comme élitistes, comme la musique classique et la philo, et puis des intérêts considérés comme crottés, comme le comics ou le manga, puisqu'en effet, on était très peu à s'intéresser au manga à de l'époque. fait, je pense qu'on peut. Il doit y avoir les pages, la double page, et qui sont des pages du tome 4 du journal où Denis parle de comics. Je le fais parler de comics, et notamment de la représentation de Galactus, de la mort, cette scène incroyable entre la mort, Galactus et... Non, c'est entre la mort et Galactus uniquement? Je sais plus Les tribunaux vivants, non? On parle dans la scène. Je Le ne relis pas tribunal le vivant. journal tous les jours. Non, donc, je me doute bien. J'avoue. D'abord, il y a une des 2 pages en plus qui est à la maison et qui est accrochée sur un mur, donc elle m'accompagne dans ma petite vie. En fait, on s'est entendu là-dessus parce qu'on avait pris, en s'en parlant, tu me dis si je me trompe,
nous, comme si on était les seuls, non, mais on réalisait qu'il y avait des vraies questions de narration et de représentation qui étaient aussi intégrées dans le comics, en fait. Et notamment cette scène, alors très dommage, je ne sais plus quelle scène de quel comics, mais en gros, c'est Galactus qui parle avec la mort. Et il s'appelle, parce que la mort ne parle pas, je crois, il y a des fois où elle parle, mais je crois que là, elle doit pas parler. Et donc, il fait les questions et les réponses avec elle, mais on comprend que... Et il l'appelle ma sœur, ma mère, ma fille. Donc, il y a une espèce de truc très étrange comme ça, qui laisse supposer que ces entités cosmiques sont de telles abstractions, en fait, car ce sont des abstractions en réalité. Il y a une autre scène, c'est le procès de Reed Richards par les... Bon, en français, c'est toujours difficile de dire les Shi'ar. L'Empire des Shi'ar, qui est le plus grand empire galactique de chez Marvel, en gros. Les Shi'ars. Et ils font le procès de Reed Richards, parce qu'en gros, il y a toujours Galactus qui est dans le coin quand Reed Richards est par là, quoi. Il l'a sauvé surtout plusieurs fois, en fait. Et il a sauvé Galactus. Alors, Galactus dévore des planètes, hein. C'est pas considéré comme un mec sympa dans l'univers. Il a déjà détruit, la planète mère des Shi'ar, donc il a anéanti un empire galactique, etc. Donc il est jugé. Et en fait, il y a une scène assez fabuleuse où on voit le fameux Galactus arriver. Et en fait... il y a une montée en puissance des gens qui viennent témoigner en faveur de Reed Richards. Et ouais, le dernier qui vient témoigner, c'est celui-là même pour lequel on accuse Reed Richards, c'est-à-dire Galactus lui-même, c'est celui qui dévore les mondes. Et il débarque dans le procès dans le genre, bon, attendez les gars, je vais quand même vous dire, voilà. Et là, le John Byrne, le scénariste et dessinateur, se rend bien compte que Galactus, c'est quand même un design des années 60 de Jack Kirby, et quelque chose de proprement étrange dans ce personnage-là, si on veut représenter une entité cosmique avec des cornes et en costume violet. Et en fait, pour résoudre le problème, il découpe la page en, je sais pas, il y a 60 cases ou 80 cases, où on voit une tête différente à chaque fois. Et il dit, chacun le voit de la manière la plus terrifiante qu'il puisse l'imaginer. Dans sa propre culture. Dans la limite de son imagination. Parce qu'il n'y a pas que l'Empire en question, il y a tout un tas de races, enfin d'espèces galactiques qui sont à ce procès. Et quand il apparaît, en fait, ils le voient tous tel qu'il se manifeste à eux. Et donc, ça interroge la représentation alors, en l'occurrence, là, du destructeur absolu, ou de la mort, ce qui sont des choses, en fait, avec lesquelles on se confronte immédiatement, pas quand on fait du super-héros, mais quand on veut avoir un discours d'ordre métaphorique, en fait. Et Dieu sait que Fabrice pratique la métaphore dans sa narration, et c'est des questions, en fait, qu'on recroise, en fait, qui sont exactement les mêmes. Alors, c'est très pragmatique chez Marvel, la mort, mais représenter la mort, l'amour, le fameux cœur que tu utilises plusieurs fois, etc., comment on fait ça? Et c'est des questions qu'on trouvait dans les comics Marvel, qu'on ne trouvait pas dans la culture franco-belge. Il y avait vraiment un énorme questionnement sur la représentation. Par exemple, le blanc, quand il n'y a rien, John Byrne, il dit on représente le rien par du blanc, parce qu'on fait de la bande dessinée. Et quand il n'y a rien imprimé, c'est blanc. Alors que jusque-là, tout le monde faisait des cases noires, en fait. Et lui, il dit non. Le néant, c'est le blanc. Et au cinéma, c'est le noir. Voilà. D'où la fameuse... quand les entités cosmiques doivent se réunir pour discourir sur quelques gestions de parties de l'univers, ils se réunissent dans ce qu'ils appellent la dimension des manifestations, donc là où elles se manifestent, au demeurant. Donc on est bien dans une philosophie kantienne de la manifestation et nouménale, le phénomène, le noumen, et elles apparaissent dans la dimension des manifestations qui est entièrement blanche, il n'y a rien. Et parce que le blanc, voilà, comme tu l'as dit, c'est le vide, parce que le vide, c'est la non-impression de l'encre sur le papier. Donc il y a un vrai questionnement et une vraie résolution par un scénariste de comics sur les questions de représentation. Dans le tome 4 du journal, je fais parler Denis là-dessus et sur cette scène, entre autres, où la mort et Galactus discutent entre eux et elle. Et ça se fait dans une dimension des manifestations. Et je fais dire à la figure de Denis, justement, cette histoire que la représentation, la non-représentation dans un livre, c'est la non-impression de l'encre. Et la non-impression de l'encre, c'est le papier nu. Et le papier nu, c'est le blanc. C'est amusant, c'est que ça rejoint, en fait, le questionnement sur la peinture, ça serait la toile, quoi. Ça rejoint le questionnement du lavis, de l'obligation de gratter, de passer d'effacer sur un film, puis après de passer à l'encre pour pouvoir finalement. On pratique un média formel. Ces questions-là, on doit absolument se les poser. On n'est pas dans un art magique qui se synthétise dans la réalité. On est sur quelque chose d'extrêmement concret. Et on partage énormément ces questions formelles tout le temps, y compris des questions qui sont simplement liées en fait à qu'est-ce que le papier, qu'est-ce que l'encre, qu'est-ce que ça dit quand on imprime, qu'est-ce que ça dit quand ça bouge, est-ce qu'un trait est un poil ou un trait. Toutes ces questions-là sont fondamentales en fait, et c'est des questions
Moi, c'est le truc le plus grand regret que j'ai par rapport, puisqu'on est dans un salon où il y a beaucoup de critiques de bande dessinée, je trouve qu'on ne parle pas du tout assez de ces questions de forme, au profit du sujet, la plupart du temps, Voilà. qui est très intéressant, le sujet. On est là pour raconter aussi des choses. Ouais, mais tout autre médium peut parler du même sujet. Donc, voilà, mais le sujet, on le partage avec toutes les autres formes d'art, alors qu'on a une manière de faire dans la bande dessinée. Et voilà, ces questionnements-là, voilà, ces questions formelles qui nous a fait aimer Alan Moore, qui est un grand formaliste, qui nous a fait apprécier Mazzucchelli, qui est quelqu'un qui a énormément interrogé la question du dessin en bande dessinée, jusqu'à abandonner Marvel pour aller faire de la BD qu'on appellerait indépendante, avec 12 guillemets. C'est vraiment ça qui nous a rapprochés très très vite, en fait. Ça, donc effectivement, la musique, ça fait beaucoup. C'est à un moment donné, assez spontanément. Le contrepoint même, soyons précis. On y viendra. Voilà, ça crée une relation, une amitié très forte. Question à peu près partagée avec Richard aussi, sur pas tout à fait les mêmes, mais voilà. Et c'est ce qui fait qu'on s'est rencontrés, qu'on est devenus amis, et que voilà, j'ai tenu à ce que ce soit toi qui intervienne pour cette partie-là du travail, quoi. Alors, la musique dans Le Dernier Sergent, elle est partout. C'est même la structure, la base de la composition de... Elle est partout à plein de niveaux, ouais. À des niveaux très prosaïques et à des niveaux beaucoup plus subtils. Déjà, moi je me suis rendu compte assez tôt, quand j'ai commencé le journal, on va dire arrivé au 4, que, vous aurez compris, je suis mélomane, j'adore la musique, je ne la pratique pas, hein, mais j'ai fait du chant choral il y a longtemps, mais je ne sais pas lire le solfège, je sais lire une portée, mais je ne peux pas spontanément, j'ai pas la voix, j'ai pas l'oreille absolue, je ne suis pas musicien, praticien, voilà. Mais je suis quand même plutôt mélomane, et de fait, j'aime énormément la musique de Gustav Mahler, entre autres, c'est pas le seul, hein, j'en aime plein, mais bon, j'ai vraiment été il m'a suivi une grande partie de ma vie. Et je me suis aperçu, arrivé au tome 4, que ça suivait. Il y avait une logique, ça suivait un petit peu l'ordre symphonique des symphonies de Mahler. Bon, il n'y a que moi pour le voir, hein, je veux dire, mais à un moment donné, je me suis dit, mais finalement, il y a une espèce de... Le tome 3, qui est vraiment au niveau format, qui est aussi long que la 3e symphonie, qui est dans le Guinness des records de longueur de symphonie, d'ailleurs. Elle doit faire 1h30 quand elle est dirigée un peu vite. J'ai dit, tiens, c'est assez curieux, et j'ai décidé de l'appuyer, arrivé au Dernier Sergent. Et donc, comme le Dernier Sergent peut correspondre, ce qui est faux, parce qu'il y a toujours le tome 5 qui doit venir, peut correspondre à la symphonie numéro 5 de Mahler, qui est sa plus connue, qui n'est pas celle que je préfère au demeurant, mais qui est sa plus connue. Je me suis dit, allons-y, appuyons de manière prosaïque le procédé. Et donc, il y a carrément un découpage quasiment par mouvement, avec les titres en allemand dès le départ. Donc je suis incapable de prononcer, j'ai pas mis la page là, mais il y a Eingesenem, je sais pas quoi, qui veut dire direction un peu rapide, mais martiale, mais en même temps un petit peu pas trop vite, gna gna gna. Ça, c'est le chapitre. Ouais. Pas de tous, mais ça arrive de manière... Et puis c'est pas exactement ça, parce que de toute façon, je termine par Adagietto plusieurs fois, alors qu'en fait, il y a le rondo final dans la 5e symphonie de Mahler que finalement je place pas. Ça, c'est très prosaïque. C'est très premier degré, un petit peu comme ça. Mais il y a évidemment une structure plus profonde je pense musique. C'est-à-dire, quand je fais la bande dessinée, surtout ces ouvrages-là, j'ai le rapport de la temporalité en bande dessinée. Pour moi, il n'y a rien à faire. Moi, je suis vraiment nourri par ces grandes symphonies romantiques. Donc, j'ai un rapport de temporalité avec ça. Donc, vraiment, le plus rapide... case surdécoupée, densification du dessin à l'intérieur de la case. Ça donne le final du tome 3 du journal qui se passe les fêtes au Pays Basque, où c'est hyper densifié, qui pour moi d'ailleurs ressemble davantage à la fin du presto du 3e mouvement de la 5e de Mahler. Mais bon, il n'y a que moi c'est mes trucs à moi. Et puis des moments de plage qui s'allongent comme ça, qui peuvent ressembler éventuellement aux adagios, quoi. Donc ça, c'est très très prégnant chez moi. J'ai décidé de l'appuyer un peu plus. Alors là on est aussi dans le prosaïque, c'est-à-dire la représentation de la musique par le graphisme, c'est compliqué, parce que s'il y a une représentation exacte, c'est la partition elle-même, puisque on est comment découper le temps avec de l'espace, on a les montres, parce que c'est le découpage du temps de nos montres, c'est le découpage de l'espace, il ne faut pas oublier. Et en musique, ce sont les partitions. Donc là, c'est très prosaïque sur le strip du milieu, parce que je ne peux que citer les partitions dont je parle. Donc c'est comme si je citais un extrait littéraire, ce qui est le cas aussi dans l'ensemble du livre. Il y a Houellebecq, il y a Proust, il y a Bruce Benderson notamment, surtout. Et il y a deux références à Mahler, au début et à la fin. Vers la fin, un critique littéraire, justement, qui est à la création de la 3e symphonie,
fait une critique épouvantable de cette symphonie en disant on a écouté, mais quel pensum, c'est insupportable, il exprime des sentiments qu'il ressent absolument pas. La troisième symphonie, c'est un découpage en 6 mouvements. Ça commence par, en gros, c'est la terre, les animaux, l'homme, les anges et l'amour. Le critique est là, et ça se termine par un mouvement qu'il ose appeler l'amour. Mon Dieu, mais quelle horreur. Mais c'est un bon, un peu comme ce qu'on dit de Boulez, c'est un bon directeur d'orchestre, mais alors comme compositeur, enfin, un truc mais pique-pendre. Et je mets ça vers la fin. Bon, c'est évidemment un petit peu prétentieux, mais c'est en gros, voilà, quoi, c'est tout un tas de critiques que j'ai pu recevoir, et il écrit des sentiments qu'il ne ressent pas. Il faut lire la critique, elle est vraiment splendide. Et moi, je l'avais entendu sur France Musique lors de l'exécution de la troisième symphonie. C'était lu comme ça. Et la femme qui lisait ça, à la fin, elle avait fermé les guillemets, elle avait dit paix aux critiques musicaux, évidemment. Parce que c'était assez terrible. Je mets ça vers la fin. Et il y a aussi une phrase de Mahler lui-même qui dit, et ça, ça me parle beaucoup, qui dit lors d'une exécution d'une de mes symphonies, et notamment d'un de mes adagios, parce qu'il y a toujours un adagio très très lent chez Mahler, si un de mes adagios n'a pas eu l'effet escompté sur le public, redirigez-le la fois suivante, mais plus lentement encore. Voilà. Bon, je pense que ceux qui connaissent un peu mon travail auront compris la métaphore. C'est marrant, tu as parlé de Proust par rapport au littéraire, mais en fait, dans notre rencontre, à l'époque, tu n'avais pas lu la recherche, oui. et j'avais lu tes premiers récits, et je t'avais dit immédiatement... Ouais, il n'arrêtait pas de me le dire. Il faut que tu lises Proust pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a une question d'autobiographie, on est un peu dans le cliché, mais c'est pas le plus mauvais. Mais surtout, la dimension musicale, que moi je vois dans l'écriture de Proust, que je trouve assez malherienne, justement. La gestion des thèmes, des contre-thèmes, du retour du thème, jusqu'à même à la fin faire des boucles dans le récit. Et je m'étais dit qu'immédiatement, ça allait te nourrir au niveau de l'évidence de ton écriture, qui était déjà proustienne sans que tu l'aies lu. C'était assez drôle, quoi. Et moi, je disais, mais non, j'ai pas lu. Et en même temps, je disais, mais je sens bien qu'il y a un truc, mais si je commence à lire ce machin, je pense que je vais arrêter, quoi. Et moi, j'étais sur le début du tome 3 du journal. Et de fait, et Denis n'arrêtait pas de me dire ça, mais dans Proust, je disais, mais je ne l'ai pas lu. Donc, ça résonnait souvent. Donc, je ne l'ai pas lu, donc de quoi tu me parles? Et puis je me dis, ok, bon, j'ai commencé à le lire. Et en fait, l'exécution, la réalisation du tome 3 de journal, parallèlement, j'ai lu toute la recherche, même, pas au début parce que je ne le sentais pas, quoi. Je me suis dit, non, je vais pas lire un truc pareil, ça ne va pas être possible. Puis j'avais peur en plus que ça ne me plaise pas, parce que c'est compliqué, hein, Proust. Moi, il a fallu que j'attende le démarrage. Le démarrage, oui. Surtout que le démarrage, à un moment donné, il parle de quelqu'un d'autre, hein, Swann, qui est une réduction justement de l'ensemble de la recherche, sauf que ce n'est pas la même fin, puisque si on peut résumer la recherche en une seule phrase, c'est « et le petit Marcel devint écrivain ». Voilà, fin du débat. Et en fait, il fait une réduction déjà dans Un amour de Swann. C'est déjà finalement toute la recherche condensée dans l'histoire de Swann. Pareil, les mêmes amours, les mêmes échecs, les mêmes ratages, etc. Avec la même aspiration à devenir quelque chose de plus et de plus grand écrivain. Et il n'y arrive pas. Il devient juste numismate et un bourgeois parmi les bourgeois. En gros, je résume un peu comme ça. Proust échappe, lui, a priori, à la malédiction en devenant, et le petit Marcel devint écrivain à la fin. Puis tout le récit, c'est ça, il fait tout un récit pour dire à la fin, et je deviens celui qui va se permettre d'écrire les pages que vous avez lues, quoi. Donc, le système de la boucle. Et alors, moi, j'avais noté, en commençant à lire les références mahleriennes, et mon étonnement, c'est qu'a priori, dans la vraie vie, ils ne se sont jamais rencontrés, alors qu'ils sont à peu près contemporains. Oui. Et il est plus wagnérien, je pense. Et en plus, nous, on voit tous les deux une synthèse proustienne parfaite dans Mort à Venise, alors que ce n'est pas un récit de Proust. Oui, non, du tout. Mais que le film évoque à 100% le monde proustien, comme aucune adaptation réelle de Proust n'a réussi à le faire, autour de la musique de Wagner, donc de Mahler, on va y arriver. Enfin, de ce compositeur, Gustav Altenbach, qui est clairement Mahler. Voilà. Et je sais que... Même si Mahler n'était pas homosexuel, hein, parce que là... Dans Mort à Venise, bon, quand même si c'est censé représenter un ange qui est au-delà de toutes les sexualités, de tous les sexes, mais c'est quand même une histoire de pédé, quoi, faut le dire, voire de pédophile, mais bon. C'est clair qu'en tout cas, ça a été un moment. Et moi j'avais une inquiétude, comme quand on envoie un artiste chez le psy, et si on guérissait. Et j'ai eu une inquiétude avec Proust. Je sais que j'ai un peu hésité au début en me disant, est-ce que Fabrice va pas se dire, ah bah ouais, bon, ça a déjà été fait. C'était ma crainte.
C'est en lisant Proust, je me suis dit, bon sang, mais puis au fur et à mesure, je le lisais, je me disais, ah bah oui, c'est un peu mort là quand même, c'est un peu. Ah oui, bah oui, il a dit ça. Ah oui, bah oui, bah évidemment. Enfin, il a un peu tout dit en même temps. Je crois qu'à la limite, le seul de quoi il n'a pas parlé, cet animal, la sculpture, je crois qu'il n'en parle pas trop. Ouais, Ah bah si, oui. la statuaire de la cathédrale. Oui. Ouais, merde, raté. La science. Il parle pas vraiment de science. Non. T'as parlé de science dans le journal? Bah, un petit peu quand même. Ouais. Enfin, je l'évoque plus comme métaphore. Ouais, c'est ça. Hein. Putain, on se la pète là, mais grave. Quoi. C'est bien, hein. Ta représentation d'ailleurs de la musique classique, elle a changé, elle a évolué. Au début, tu la représentais juste à travers des noms de compositeurs, et petit à petit, Oui, c'est prosaïque. Ouais. oui, et après petit à petit, ça va crescendo. Tu matérialises avec la tête du compositeur. Ensuite, il y a les cassettes vidéo, et maintenant, tu passes carrément au porté au partition. Ouais, ça reste prosaïque. Je maintiens, que je disais tout à l'heure, la représentation et LL de Mars dans le fameux Twitch le marathon de 7 heures où j'étais prêt au Tourmalet à la fin. C'est l'une des critiques qu'il m'a formulée. Il m'a dit, la musique, t'as pas trouvé la solution pour... Je dis, bah non. Non, c'est vrai, je n'ai pas trouvé la solution d'habiter graphiquement, de trouver une espèce d'équivalence graphique narrative. Alors, elle est complètement méta à l'intérieur du récit, mais bon, le moment où je parle vraiment de musique, et notamment de Malheur, je dis, oui, non, j'ai pas trouvé, c'est une faiblesse, complètement, j'avoue. C'est amusant parce que dans la bande dessinée, Dieu sait que c'est la douleur absolue de l'absence du son et de la musique en particulier. C'est vraiment, pour cet art extraordinaire, on a souvent quand même des discussions sur, merde, on n'a pas au cinéma, mais on met un petit violon qui trémole, et c'est parti, quoi. Enfin, nous, comment on fait ça avec une case, quoi. Obtenir le même sentiment qu'un crescendo de piano de Rachmaninoff avec un dessin, mais c'est l'enfer sur Terre. Alors c'est si facile avec la musique ou avec le son même. Hein. On parlait du SMR, mais un bruit de vent dans les arbres, c'est tout de suite quelque chose est posé qu'on a énormément de mal à faire avec le dessin. Et donc qu'on ait aussi des problèmes à représenter la musique prouve bien à quel point c'est l'angle vide de notre art relativement total pour le reste. Ce que je disais tout à l'heure, c'est surtout qu'elle est déjà représentée graphiquement, puisque c'est la partition. C'est comme l'écriture qui est en fait une retranscription, surtout chez nous, les occidentaux, de phonétique. Nos lettres sont en fait une représentation phonétique, non pas des idées, mais des phonèmes. Et la musique, c'est la symbolisation au fur et à mesure graphique de la musique. Comment on l'écrit pour que quelqu'un puisse la rejouer derrière, elle est déjà résolue graphiquement. Et en effet, quand on est musicien, on l'entend. Ah oui. On voit, on entend. Alors, moi, je suis pas praticien, mais de fait, bon, je commence un petit peu à voir les trucs, et des fois, je vois une page, je suis là, ah oui, ok, d'accord, ah oui, là, ça t'a commencé à gueuler, là. Et en dehors de lire Fortissimo Gueulendo ou quoi que ce soit. Mais il y a déjà... Donc, quoi qu'il en soit, essayer de la réinvestir graphiquement dans la bande dessinée, bah, c'est une gageure, hein, c'est pas possible. Je n'ai pas trouvé de solution, c'est une faiblesse. Il y a un petit moment, peut-être, qui est ce moment-là, justement, avec les numéros. Là. Ah non, c'est celui-là? Mais non, si, c'est celui-là. Oui. Ah oui, non, c'est que j'arrive pas très bien à voir. Mais c'est alors, je sais pas si j'y arrive, mais je pense qu'il y a... Après, c'est vraiment méta, c'est-à-dire que de fait, je pense que la scène avec la rencontre avec Antoine, avec les arbres à la fin, pour moi, c'est complètement musical. Oui. J'espère obtenir chez le lecteur l'émotion qu'on pourrait ressentir. Je pense que la musique passe mieux quand on ne parle pas de musique. Bah voilà, elle passe mieux à ce moment-là. Et de toute façon, comme je dis, chez moi, c'est une structure. C'est-à-dire que de toute façon, les scènes, je les pense vraiment comme des moments de dilatation du temps, de rétraction du temps. C'est pour ça que cette page est intéressante. Bah, je ne la trouve pas la plus intéressante pour ça, j'en parle, mais de fait, il y a un petit moment. Il y a un petit moment où, là, qui est sur la représentation, en plus en 3 cases, il fallait quand même le faire, du contrepoint 19 de Bach dans l'art de la fugue, qui est une fugue inachevée. Comment parler de l'art de la fugue le plus vite possible, ça va être compliqué. Bah, à la limite en lisant, mais on ne peut pas. Donc c'est un peu la dernière œuvre de Bach. Il a fait une série d'œuvres à la fin qui était commanditée par une association très intellectuelle et très, très, très pensée sur la musique. Il fallait faire une œuvre, je ne sais pas, c'était Tous les anges, je ne sais plus trop quoi, il fallait vraiment mettre tout son talent, tout son savoir dans... Bon, alors il a fait l'offrande musicale, il y a le clavier bien tempéré, et il y a l'art de la fugue, évidemment, qui, comme son titre l'indique, c'est vraiment un traité sur l'écriture de la fugue, et notamment ce fameux dernier contrepoint, 19, qui est... Alors, inachevé, en fait, c'est faux. La théorie aujourd'hui, discutée encore, mais bon, dont la démonstration paraît assez indiscutable, pour moi en tout cas, il écrit, il a un thème.
Il fait des... Bon, après, c'est technique, il fait des renversements, des threads, permutations, on va dire, des permutations diverses. quasiment, oui. Voilà, tout le contrepoint, toute la science du contrepoint est mise dans ce truc-là. Et la dernière fugue, évidemment, il est censé à peu près tout mettre. Et surtout, ce qu'il ajoute quand même un thème, deux thèmes. Enfin, il y a des fugues. Un thème, le fameux thème royal. Je ne vais pas vous le chanter, mais je pourrais. Mais bon, au départ, à un moment donné, il y a un deuxième thème, et à un moment donné, un troisième thème. Le troisième thème étant son propre nom, il adorait faire ça, BACH, qui donne à peu près tin, 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 tin. Voilà, donc c'est assez, ça frotte en même temps, donc il le renverse, etc. Et la dernière fugue, le contrepoint 19, elle est à 3 thèmes. Telle qu'on la connaît, elle est à 3 thèmes. Et elle se termine, elle s'inachève justement au moment où le troisième thème arrive à rentrer avec les deux autres. Donc il fait le premier thème, il met le deuxième thème, dans le deuxième thème, il commence à rajouter le premier, il arrête, il met le troisième thème, et à un moment donné, il met les deux autres thèmes avec le troisième thème. Et pendant longtemps, ben voilà, on s'est dit, il est inachevé. Bon, et on s'est quand même dit assez vite, surtout, mais assez récemment, que ben non, on ne fait pas une fugue inachevée, c'est pas possible. C'est des maths, quoi, en gros, quasiment. Puis surtout sur une œuvre comme ça, qui est censée être une œuvre technique, où on est censé démontrer son talent et tout son savoir. Et Bach, il n'écrit pas une fugue, je fais un thème, puis tiens, je vais en rajouter un deuxième comme ça. Et en fait, il a la résolution dès le départ. Et ensuite, il redéplie dans l'autre sens. Donc, l'hypothèse, c'est que les dernières pages ont été perdues. Et que surtout, on s'est rendu compte que c'est quand même bizarre, dans cette espèce de fugue, il manque le thème principal. Il manque le fameux thème royal, le thème de départ. Il y a l'hypothèse pendant longtemps qui fait qu'on ne s'est pas trop posé cette question, qu'en fait, le premier thème de cette fugue-là serait le thème royal un petit peu modifié, parce qu'il y ressemble beaucoup. Mais en fait, non, c'est pas le thème-là. Et on s'est aperçu également que la réunion des 3 thèmes, donc ça marche, ça s'emboîte parfaitement, évidemment, puisqu'il l'a prévu dès le départ. La réunion des 3 thèmes, malgré tout, quand on l'écoute nu, uniquement cette représentation-là, il y a 2 petits vides rythmiques. Ce qui est impossible dans une réunion de 3 thèmes d'une fugue aussi savante chez Bach. Donc, et comme par hasard, quand on rajoute le 4e thème, qui est le premier, c'est le thème royal, sur les 3 thèmes, comme des Legos, ça s'emboîte parfaitement, et ça bouche en plus les 2 vides rythmiques. Démonstration absolue que Bach avait prévu une fugue à 4 thèmes, que ces 4 thèmes, il y a le thème royal, que ça s'emboîte parfaitement et qu'il faut terminer avec ça. Donc il y a des tentatives aujourd'hui d'achèvement, évidemment, imparfait de la fugue, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui manque, avec quelques permutations qui manqueraient dans l'ensemble de l'art de la fugue, une strette inversée, enfin bon, des termes techniques. Donc il y a des tentatives d'achèvement de ça. Là, ça peut être prosaïque, mais en fait, j'ai juste représenté des chiffres à la con, donc 1, 2, 3, avec des vides. En même temps, les chiffres, je les fais s'emboîter, et puis à un moment donné, je rajoute le thème 4, que je fais emboîter, et ça blanchit la totalité de la case. Voilà. Ça peut paraître un peu idiot, mais c'est le seul moment où j'essaie d'avoir une représentation graphique de l'exercice technique de Bach à ce moment-là. De l'exercice technique seulement, évidemment, parce que ça retransmet absolument rien de l'émotion qu'on a en écoutant cette fugue, qui est absolument bouleversante, aussi bien l'inachevé que les versions achevées. Toutes les versions achevées que j'ai entendues, me bouleversent. J'adore que des gens tentent le truc. Il y a toujours des puristes qui vont dire « Non, on n'a pas le droit, mais c'est impossible, vous ne pouvez pas vous permettre, tout ça n'est pas du Bach ». Bah oui, on sait bien, c'est marqué dessus. Hein. C'est comme une rénovation de bâtiment. Je veux dire, on est censé montrer les endroits où c'est rénové. Hein. Par contre, ils vont nous les faire par IA, là, bientôt. Ils vont nous les terminer à coup d'IA, bientôt. Il y a l'IA qui a essayé de faire la 10e de Beethoven. Oui. Tu l'as écouté? Non. Ça fait mal. Ça fait un peu mal, ouais. C'est intéressant, on sent qu'il y a un truc, mais ça fait mal. Puis vraiment, en plus, c'est qu'il n'y a pas grand-chose là, de Beethoven. Chez Mahler, la 10e, elle est quasiment finie. Il faut accorder à Beethoven qu'à chaque symphonie, il inventait quelque chose de nouveau. Bah, donc oui. Pour la 10e, il faudrait que l'IA soit capable d'inventer, et ça, c'est la seule chose qu'elle ne sait pas faire. Pour l'instant. Ouais. Oui, pour l'instant. Bon, ouais, bah non, bah oui, ils vont nous le faire. Hein. Bah, mais tu chercheras YouTube version non, symphonique. Non, je chercherai pas. J'aime des oreilles. De la 10e de Beethoven. Mais bon, voilà, la référence musicale est plutôt structurelle sur l'ensemble du récit. Quoi. D'abord, la musique, c'est très mathématique. Hein, c'est quelque chose. Au Moyen-Âge, on enseignait la musique avec les mathématiques. C'est la même chose. La fameuse musique des sphères, astronomie, mathématiques et musique. Parce que c'est des structures mathématiques, en fait. Et en Grèce, la découverte, de toute façon, des tonalités, c'est la fameuse corde, c'est Pythagore. Hein. Oui, notre gamme occidentale, c'est Pythagore et tout. Donc, on est vraiment... Et je pense qu'en effet, il y a toute la part extrêmement émotive de la musique, mais il y a aussi la part structurelle, mathématique. C'est aussi ça qui nous fascine tous les deux quand on écrit.
c'est qu'on n'est pas du genre à ne pas ficeler notre gigot à la fin, quoi. On n'est pas dans l'improvisation charmante, quoi. On est plutôt dans la volonté de... On se la surpète grave. Hein. Mais non, mais c'est une manière d'écrire. Hein. On n'est pas dans le... J'ai une érection, hein, je tiens à vous le dire. Non, c'est pas vrai. L'air de rien, toutes les années 60, 70, 80 prêchent pour l'œuvre ouverte, celle où il faudrait qu'il y ait de la place pour le spectateur, pour l'auditeur, etc. Et tout. On n'est pas obligatoirement dans laisser beaucoup de place à nos lecteurs. On a envie de leur donner beaucoup à nos lecteurs. Persuadé qu'un lecteur très bien nourri, il trouvera toujours des choses à rajouter, qu'il n'y a pas besoin de lui laisser de la place, il la prendra. Ça me permet de répondre à un truc que je n'avais pas dit avec Richard justement sur le réalisme, parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire ce vieux mythe que un dessin donc pas réaliste, très stylisé, etc., ça laisse la place au lecteur de se projeter. Moi, je dis à chaque fois, mais une œuvre d'art, c'est pas un test de Rorschach, les gars. Hein. Si vous voulez avoir une psychanalyse, vous allez sur les bancs, mais moi, quand je fais un travail, c'est pas pour que le lecteur, il pense ce qu'il veut. Je suis désolé, je sais les endroits, je prétends, j'ai l'ambition de savoir les endroits où je donne la liberté au lecteur d'interpréter. Ça va être justement les moments de plage émotionnels où généralement j'essaye plutôt de fermer ma gueule. Ou les endroits où on n'a pas la réponse et on pose la question. Où on n'a pas la réponse, où on pose la question, ça ok, mais sinon, je décris aussi des faits que je prétends être les plus justes possibles par rapport à, quand même, à ce que j'en ai vécu. Et avec toujours cette idée que c'est un journal, c'est subjectif, c'est partiel, c'est partiel, c'est partial. Et il y a tout un tas de critiques qui, eux, sont évidemment impartiaux, n'est-ce pas, hein, donc toujours meilleurs que les autres. Mais et moi, j'ai la prétention de croire, je n'ai pas cette vision justement philosophique classique d'imaginer que la subjectivité, c'est une partie et que c'est partiel, donc partial. Je n'ai pas l'ambition de dire non plus que ça peut représenter la totalité, mais pour moi, un livre est une totalité. C'est-à-dire le lecteur n'a pas à aller chercher ailleurs que dans le livre lui-même les réponses qu'il doit y trouver. Et s'il y a des questions que le livre pose, elles sont dans le livre, et puis pas ailleurs. Il n'y a pas besoin de les vérifier ailleurs. Il y a éventuellement, pas besoin, mais j'essaie de donner l'envie d'aller voir, entendre les symphonies, les livres auxquels je fais référence, et l'espace culturel dans lequel, évidemment, j'évolue un peu, et mes amis évoluent également. Ça, oui, mais... Et ce truc du dessin, justement, réaliste, il y a ça. C'est, ouais, mais finalement, on ne peut pas se projeter, quoi, au bout du compte. Moi, j'ai envie de dire, comme Sviatosław avec la partition, mais une musique, il y a une partition, il faut la jouer à la lettre. À la lettre. Sinon, vous faites du jazz. À la limite, rien n'empêche de prendre un thème de Bach et de faire du jazz. Le jazz a été entièrement, la moitié du jazz, c'est Bach, on est d'accord. Mais quand... C'est un peu ça que tu voulais dire on écoute des musiques, je termine là-dessus, on écoute des musiques, on sait que on préfère telle interprétation à telle autre, alors qu'il n'y a pas une note de différence. Il n'y a pas un fortissimo plus fort, il n'y a pas un truc... Enfin, bon, si, évidemment, ça joue un peu, mais les différences de tempo sont très maigres, parce qu'il y a des tempos indiqués, surtout dans la musique romantique, et surtout chez Mahler. Ça va être le tempo à temps, le truc à temps, etc., avec les annotations, les fameux trucs en allemand. Les intentions qui sont notées. Là, jouez-moi ça un petit peu plus langsam, truc bidule, machin. C'est extrêmement précis. Il est hors de question à un chef d'orchestre de rajouter, de retirer une note à une partition, et ça donne 1 milliard de versions différentes et 1 milliard d'émotions différentes. Et cette ambition qu'avec le dessin très précis, réaliste, en partant de la haute définition dont je parlais au départ avec Richard, qu'il y a autant de capacités de projection du lecteur ou de la lectrice à travers j'espère, je ne peux pas prétendre que j'y arrive, il n'y a que vous pour me le dire, mais moi j'espère obtenir ça, et que je n'ai pas besoin de mettre tant de vide que ça dans le dessin ou dans le récit, tout ça pour laisser la place à l'ego de l'autre. Bordel de merde, c'est le mien qui compte, merde. Non mais voilà, enfin, j'espère que vous avez compris, enfin j'espère que j'ai été clair, pardon, dans ce que je disais, et j'ai jamais compris ça, parce que dès les Beaux-Arts, il y avait ça, il y avait cette idée de, non mais il faut laisser l'autre rêver, comme ça. C'est un figuratif qui serait de droite, tu as fait la remarque tout à l'heure, mais il y a on sent qu'il y a cette dimension critique d'un dessin qu'on imposerait trop, qui ne laisserait pas la liberté poétique aux gens, etc. J'ai envie de dire, mais franchement, vous avez un imaginaire structuré comme une page de Voici, parce que c'est pas possible. Moi, quand je regarde une peinture hyper réaliste et tout, mais j'ai des émotions autant que quand je regarde un Pollock. Et quand on regarde un film, Dieu sait qu'on est tenu à la corde par la musique, par le temps du cinéma, par le défilement de la pellicule, etc. Ça n'empêche pas, en sortant de la salle de cinéma, d'avoir sa vie personnelle avec l'œuvre. Enfin, à aucun moment, on a besoin d'avoir de liberté pendant le film. On va faire une pause pour que vous puissiez vous imaginer une fin différente. Enfin,
Alors, jouons aux jeux vidéo dans C'est- ce cas-là, mais qu'est- voilà. Qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on laisse dire au lecteur, à la lectrice, au spectateur, à l'écoutant d'une musique, en disant déjà soi-même le maximum, quoi, en fait. Qu'est-ce qu'on dit? C'est pas laisser une petite marge. C'est que cette petite marge, de toute façon, c'est vous qui la remplissez, quoi qu'il arrive. De toute façon, vous êtes lecteur, je suis lecteur aussi, hein, accessoirement. Quoi qu'il arrive, de toute façon, notre liberté, elle est là. Mais il y a des choses qui sont dites, avec des faits qui sont décrits. Et moi, ça m'agace un peu quand on me fait dire des choses que je n'ai pas dites, ou qu'on me fait dire des dessins que je n'ai pas faits. C'est très, très, très agaçant. D'où le nom de la ville, ce genre de choses. C'est pas dit. Je On vous le propose dit pas. qu'on arrête de la nommer la ville qu'on ne nomme pas, qu'on l'appelle Voldemort-ville, directement. Oui, bon, c'est entre nous, ça. Moi, je voudrais revenir sur un autre sujet. Je vais élargir un petit peu aux références sur la géographie. Parce que la géographie, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et je trouve qu'on n'en parle pas si souvent. Elle est présente. Antoine Guillot sur France Culture en a parlé. Très bon collègue. Moi, ce que je trouve important dans la géographie, c'est que tu en parles à travers la marche. Tu marches beaucoup dans tes livres. Vente d'erreur. À travers la randonnée. Et aussi à travers tes représentations de cartes aussi, parfois. Représentation de cartes. Ah oui, oui, d'accord. Oui, des petits moments. Bah, pareil, là, c'est très prosaïque. Quand on ne peut pas dire les choses autrement, bah, en fait, c'est ça, c'est ce que je dis aussi. C'est à un moment donné, bon, on représente de manière basique les choses, parce qu'il n'y a rien d'autre à en dire, quoi, éventuellement. Après, les cartes, bon, il y a un très beau livre qui s'appelle l'Atlas des îles abandonnées, où c'est uniquement les dessins, les illustrations des nouvelles à côté sont uniquement la carte de l'île. Et en fait, on peut projeter des trucs de dingue aussi là-dessus. Enfin, là, je parle d'autres choses. Mais Et la géographie, oui, pour moi, c'est important. oui, non, il y a une espèce de cadastre. Mais bon, je suis moins intentionnel là-dessus. Je suis moins directif, j'ai envie de dire, mais ça s'est déployé un peu tout seul, je pense. Et c'est ce qu'a dit Guillaume, apparemment, dans sa toute petite rubrique de 2 minutes sur mon travail. Et lui, il a dit... on peut retrouver ça sur France Culture. Il a dit, moi, ce que j'ai aimé dans ce travail-là, c'est j'ai l'impression d'avoir un traité de géographie urbaine. Et j'étais là, j'ai dit, enfin, on n'est pas en train de me parler de l'intime, le petit être sensible avec le cœur palpitant, Fabrice No, qui est quand même un petit peu pédé du cul, qui n'arrive pas à se taper les mecs costauds qui veut se taper, je vous rassure, si, maintenant aussi. Et non, mais c'est ça bon, bref, ça, les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas le droit de dire n'importe quoi sur un livre. Et je ne parle pas que de moi, je parle pour toutes les œuvres. Je trouve ça infernal, quoi. C'est cette projection permanente Et au Beaux-Arts, il y a un truc bien quand même que j'ai appris. C'est donc ce cours de dessin avec Claude Richard qui nous a appris vraiment l'observation avec l'exercice que j'ai donné à faire hier en masterclass. Mais une autre chose quand même avec un prof de culture générale qui était sur le commentaire de texte. Et on avait fait, je ne sais plus, un texte sur le sculpteur qui fait les personnages filiformes. Giacometti, pardon. J'ai les noms qui sautent des fois. Je ne sais plus de qui est ce texte. On avait fait commentaire de ce texte-là et également du texte de Deleuze sur Francis Bacon. Et j'ai retenu de ce cours que le prof nous disait on va lire ce texte, on va le lire, on va le comprendre. Et à chaque fois qu'il nous faisait intervenir sur les choses, il disait non, là, tu parles de toi, quoi. Lis le texte et dis-nous avec d'autres mots ce que dit le texte. La vérité, toute la vérité, rien que la vérité du texte. Et ça, moi, ça me... Les profs de français qui m'avaient dit le commentaire de texte, c'est comme le résumé de texte. Oui, quelque C'est part. le même exercice, c'est pour ça que tu as le choix entre l'un et l'autre. Ouais. C'est-à-dire que le résumé de texte oblige à comprendre le texte, Arrête le commentaire de texte oblige à comprendre le texte, point. Arrête de nous dire ce que tu penses, on s'en fout. Essaye déjà de nous dire ce que tu as compris, ce que pense l'auteur et ce que pense le texte et ce que dit le texte. J'ai l'ambition, et j'espère, et je sais que c'est assez souvent raté, bon sang, j'entends des trucs sur mon boulot, des fois je dis, mais il n'a pas lu le bouquin que j'ai fait, j'ai l'impression. Ou alors, les occurrences font que je rate ma cible, c'est tout à fait possible, hein, je veux bien croire que je rate. On en parle souvent de la déperdition de l'information. Alors, en communication, parce que c'est ma formation de départ, il y a la fameuse théorie de McLuhan de la communication, qui est que, de toute façon, quand vous parlez avec quelqu'un, ce que je suis en train de vous dire là, dans le meilleur de votre forme et le meilleur de la mienne, c'est-à-dire le meilleur de moi qui va transmettre de la manière la plus claire possible ce que j'ai envie de dire et de penser, donc déjà, je pense un truc, il faut que je le transmette, il faut que je le dise, par ma gestuelle et tout ça, ça va soit vous perdre, soit vous aider. Vous, comment vous allez le recevoir, le comprendre, etc. Dans le meilleur des cas, vous allez retenir 20%. Dans le meilleur des cas. À votre tour, quand vous allez transmettre à la personne suivante, 20%. Donc 20% de 20%.
imaginer ce qui reste. Ça, c'est le meilleur de notre forme. C'est pour ça que les politiciens, des fois, ils répètent 5 fois le même message, parce qu'ils espèrent obtenir les 100% Il y a un au bout du compte. célèbre scénariste de BD qui dit une information importante, c'est 3 fois dans le bouquin. Entre autres. D'où la répétition, des choses comme ça, c'est pas uniquement parce qu'on n'avait rien d'autre à dire à ce moment-là, c'est pour essayer d'espérer que l'information elle passe, quoi. Juste l'information. Et je crois, enfin je pense pas être le seul à le croire, je pense que vous avez partagé comme cet avis, avec les réseaux et tout ça, il y a une déperdition de l'info, du sens et de l'opinion. On dit ce qu'on pense, on dit ce qu'on ressent. Tout de suite, là, comme ça. J'ai envie de leur dire, c'est un boulot de dire ce qu'on ressent. Je suis désolé, c'est un boulot. C'est aussi un métier, quoi. C'est pas, ou alors sinon, on a le banc du psy. Mais, en tout cas, c'est du temps déjà avant d'être un métier. Il consacrait beaucoup de temps et de sérieux. Mais c'est un boulot. Enfin, dire ce qu'on pense, en fait, ça devrait être un travail, quoi. C'est pas juste, je suis libre, je dis ce que je veux, je dis ce que je ressens, comme ça, c'est pas... Bon, là, je pars sur autre chose, vous avez le droit de pas être d'accord, c'est normal, mais moi, vous devez le sentir, c'est un truc qui me... parce que j'étais naïf au départ, moi je pensais que c'était très clair, quoi. Puis en lisant des trucs, je me dis, mais bon sang, mais qu'est-ce que... En plus, les occurrences sont tellement fréquentes que forcément, la chose qu'on se dit en premier, c'est je me suis planté, quoi. Et je me suis peut-être planté, je me suis peut-être complètement planté. C'est évident, enfin je veux dire, c'est pas dans un coin de mon esprit où je me dis, je fais peut-être une erreur de temps en temps. Je passe mon temps à me dire, mais je me suis trompé, quoi. En même temps, on a quand même fait suffisamment d'exercices pour... Moi, j'ai consacré dans ma série un tome complet à expliquer qu'on ne pouvait pas modifier le temps. Et dès le tome suivant, il se passe un truc, les gens me disent, heureusement, on peut pouvoir modifier le temps. Donc il y a un moment, on laisse tomber. Hein, oui, bah oui, on est obligé. Là, oui, on est obligé, on est obligé de lâcher prise. Ouais. Mais enfin, moi, ça me déprime vraiment profondément. Mais en même temps, c'est un éternel bonheur quand on croise des lecteurs qui ont lu. Quand ils nous en parlent. En fait. Quand il y a une personne hier, est-ce que je peux me permettre, Patricia, on a passé le repas ensemble, tu m'as sorti des trucs, chaque fois j'ai tombé des nues. Le passage sur Rome, tu m'as dit c'est une cruauté, ça pourrait être un livre complet, c'est des choses que je dis tout seul. Le passage sur Rome, ça pourrait être un livre complet. Je dis mais attends, je suis dans la matrice là, il y a un complot. Quelqu'un a fait des fiches. Quelqu'un a fait des fiches, les Illuminati sont derrière et me font croire que... Voilà. Donc ouais, de temps en temps, oui, il y a quelques personnes, heureusement, qui sont là et qui disent « Mais non, mais c'est évident que dans tes pages, tu dis ça et qu'il y a ça, etc. » C'est pour ça que moi, j'aimerais bien que dans la critique se développe un vrai travail sur la forme. Sur la forme. Donc la forme, comment on lit, comment on comprend les choses, oui, etc. Pour qu'on affiner les lecteurs, en fait, pour qu'ils puissent leur donner de plus en plus de choses. En fait. Il y a une prétention lecturale à penser que c'est quasiment spontané. On lit un truc et on a compris, on dit ce qu'on pense. Surtout avec la BD, avec son petit côté livre d'images. Oui, bon, en plus, puis sa misère d'être toujours un truc pour les gosses. Enfin bon, et que si on a le malheur de dire que ça peut être autre chose, d'un seul coup, de nouveau, on est prétentieux, on serait élitiste, etc. Oui. Enfin, moi, je suis élitiste pour mes lecteurs. Hein. Je considère que être monter en exigence, nous, en tant qu'auteurs, c'est pour les lecteurs. Autrement, monter en exigence, si c'était pas pour les lecteurs, on le ferait chez nous et on ne ferait pas de livre. Enfin, oui, puis le psy, encore une fois. Si on commence à partager, c'est qu'a priori, on a envie d'emmener les gens dans nos montées, nous, en exigence. Quoi. Enfin, voilà, moi, quand on me sort, c'est une thérapie ce que vous avez fait. C'est raté. Hein. Déjà, c'est raté. Déjà, c'est raté. Le truc cathartique, la catharsis. Je tombe un peu des nues. Alors, j'en dis de temps en temps que moi-même, j'ai fini par comprendre 2-3 trucs sur moi en ayant dessiné. Ouais, c'est jouable. Mais bon sang de bois, si vous voulez faire une thérapie, encore une fois, on va chez le psy, quoi. Ou alors, on a des amis très patients avec qui on peut parler de nos malheurs. Mais je suis désolé, mais quand on est à peu près artiste et qu'on décide de faire des livres, c'est pas le but, quoi. C'est avec l'espoir quand même d'être lu. Aimer, on n'a pas cette ambition-là d'aller jusque-là non plus, mais au moins d'être lu et d'être à peu près compris pour dire autre chose en même temps, parce que bon, moi je crois à peu près avoir fait le tour de moi-même, de mes manques et tout ça. Aimer les mecs costauds et les nounours, c'est une immaturité affective totale, hein, puisque c'est le souvenir du nounours ancien, du doudou traditionnel. Voilà, hop, analyse psychanalytique faite. C'est bon, c'est réglé. Suivant, si je décide de dessiner 400 pages pour parler de ça, c'est que je parle un peu d'autre chose, j'espère, à peu près, quoi. Denis, dernière interview, non? Enfin, si, vous avez tous lu Fabrice, j'espère. On est parti un peu loin. J'espère que non, j'espère que non. J'espère que non. Ah non, c'est vrai, il y a encore des livres à vendre. Il y a quand même plus de gens, qui n'ont pas lu que de gens qui ont lu. En tout cas, ça se vend pas. On va faire comme s'il n'était pas là. Il y a quand même
très peu d'auteurs que je respecte aujourd'hui au niveau de ce que je peux respecter Fabrice. C'est-à-dire que pour moi, c'est un des rares auteurs qui a atteint un accomplissement en tant qu'auteur de bande dessinée. C'est-à-dire avec une pratique ultra riche de la bande dessinée. Léchage de pompe. Non, mais t'étais pas là. Relisez-le en vous interrogeant sur la richesse de ses formes. Prenez un petit papier, Ça a intérêt. Hein. notez, mais notez, amusez-vous à noter la forme qu'il adopte pour raconter telle scène et compagnie. Vous allez voir, c'est hallucinant. Et pourtant, je pense que la majorité des gens te disent sans voir ces formes-là. C'est-à-dire que c'est parce que Ils lisent parce que tu n'écris pas pour faire de la forme non plus uniquement. Non. Voilà. Mais j'ai l'impression que là, je suis en train de faire une espèce de critique des lecteurs. Ça me fait mal un peu. Mais il y a un premier niveau qui est de lire une espèce de récit de témoignage du petit être sensible, avec son cœur battant. Ou au mieux, maintenant, comme c'est 20 ans, il y a 20 ans de gap, en plus, je raconte un truc du passé. Aujourd'hui, c'est réglé, tout ça, l'homosexualité, on peut se marier, donc tout va bien. On peut admettre aussi que tu racontes quelque chose qui est assez émouvant, donc que les gens soient touchés, j'espère. Heureusement. Quoi. Voilà, non, mais qu'ils soient touchés, j'espère bien. C'est le but que la première premier. lecture en reste parfois qu'aux émotions, on peut aussi le comprendre. C'est pour ça que c'est quelqu'un qu'il faut absolument relire. D'abord, toute œuvre majeure doit être revue, relue, réécoutée, relue. Hein. Mais pour parler de forme, retour de cirage, on parlait de forme et de l'encre sur le papier, on utilise, c'est des livres, c'est des pages qui tournent, etc. Dans UW1, dans UW1, tome 4, donc la destruction de la Terre, tu m'avais expliqué, pour Denis, de toute façon, l'œuvre d'art, c'est le livre. Tu as raison, on partage ça, c'est pas l'original. Alors d'autant que des planches et des déchets de production. Ce qu'on appelle un déchet de production, la planche, en réalité. Et de fait, tu dessines sur palette, tu n'as pas d'original d'emblée. Donc les machins, les nouveaux trucs avec des signatures sur le numérique, c'est encore autre chose. Mais bref, l'œuvre d'art en bande dessinée, c'est le livre publié. Quand vous achetez une bande dessinée, vous avez l'œuvre, l'œuvre d'art entre vous. L'œuvre originale, c'est le livre. C'est pas un succès d'année des œuvres d'art que seraient les originaux. Comme un roman, vous avez l'œuvre, elle est entre vos mains. Elle est démultipliée entre vos mains. Et toi, tu me disais que tu poussais la représentation en sachant très bien donc, quel allait être le format définitif du livre. C'est important. Ce qui fait que pour ceux qui ont lu Denis et UW1, et notamment le tome 4, au moment je ne spoil pas trop, puisque c'est quand même la destruction de la Terre, donc par le wormhole, il y a en gros une espèce de trou noir concentré en une ligne. Denis a fait en sorte que on voit une espèce de laser obscur comme ça traverser les corps et notamment traverser la Terre, et donc la couper en deux, la détruire totalement. Et tu m'as dit, j'ai fait en sorte qu'au moment de la publication, le trait fasse précisément 1 pixel. Pas un pixel. Un point d'impression. Il se termine en un point d'impression. Donc le travail sur la forme, ça donne ça aussi. Tu as un récit, a priori mainstream, a priori de SF, avec des gars qui défouraillent de tous les côtés. Et voilà. Moi, c'est... Après, moi, j'ai ta page du temps où tu avais encore des originaux papier, j'ai ta page, je t'avais dit, sur quand il rentre dans le wormhole avec la dilatation du temps, et en fait, une espèce de truc sur la perspective inversée qui, moi, d'un seul coup, ça m'a paru évident que notre lecture occidentale de gauche à droite, il a fait un jeu là-dessus. Enfin, il faudrait voir la page pour que je l'analyse. Mais Denis, voilà, tu as un travail sur la forme aussi, avec en direction d'un public plus large, on va dire. Mais c'est les mêmes questions de forme qu'on se pose. Hein. Bien ciré, là. Bon, on va rester sur ces questions de forme. Je vous remercie. Merci beaucoup, Fabrice. Merci, Frédéric, de nous avoir laissé parler. C'était le but. Voilà. Il y en a qui ont fait les 3 heures. Ah, les marathoniens, les meilleurs. Merci, Denis. Et merci à tous. Merci à vous. Merci de votre patience. Merci.